I've wandered through the corridors of silence, chasing echoes of a love that never spoke its name. Hola mi amigo y compañero de campamento. Après avoir passé la frontière franco-espagnole côté Atlantique, je rejoins la ville de Onat où je fais escale pour une nuit de repos méritée. L'aire de repos est située à proximité du centre-ville historique, ses commerces et départs de chemins de randonnée. Après une agréable nuit, départ pour la ville de Sant'Elis sous les nuages accompagnés de petites ondées. J'arrive à Sant'Elis toujours sous une petite pluie qui ne durera pas. L'aire de stationnement se situe à l'ancienne gare avec tous les services. Journée de repos et préparation pour randonner en VTT de préférence électrique qui peuvent également se faire à pied. Ma première randonnée me conduit au travers d'un plateau en direction du site de Cueva Ermita de San Barnabé et du groupe de grottes de Hoyo Guarena, accessible également en voiture ou camping-car que je ne visiterai pas. Sur le trajet, j'ai le plaisir de croiser des chevaux et des vautours dont je n'ai pas pris le risque d'approcher. Je fais une halte pour me restaurer à l'arche de El Ventanon, je profite de la vue sur la vallée où se situe le village de Rosa en contrebas. Le lendemain, je pars pour une autre randonnée pour rejoindre le village de Puandé, voulant dire Pont de Dieu. C'est un village très calme où l'on peut respirer de l'air frais et une grande paix. Le pont naturel en calcaire a été sculpté par les eaux continues de la rivière Nela pendant 85 à 90 millions d'années. La légende veut qu'une ancienne voie romaine passait ici, via la Siguanza. C'est à cette image du pont que le village de Puandé est le plus associé, car il a été construit sur la merveilleuse arche du rocher enjambant la rivière Nela. En montant vers le village, on trouve l'église de San Pelayo, qui date du XIe siècle, de style roman, mais à laquelle d'autres styles ont été ajoutés par la suite. Un autre endroit intéressant est le Palacio de Los Brizuela ou Palacio de Los Pora, qui a été construit sur des vestiges rocheux dans la partie la plus haute de l'arc du pont naturel, et qui date du XVe siècle, construit par Don Francisco de Brizuela. Je poursuis ma randonnée en quittant Puandé en direction de la cascade de la Mea. Par chance, l'eau coulait grâce aux petites pluies des jours précédents. L'accès se fait par un petit sentier boisé permettant de découvrir le lit de son ruisseau et ses eaux limpides. L'eau saute dans le vide par une falaise calcaire, offrant ainsi la possibilité de passer derrière, de profiter de sa chute sous un autre angle. Je finis ma balade en reprenant le plateau rocheux me ramenant à l'aire de stationnement. Je quitte Sant'Elis en l'Espagne pour rejoindre Bragança en portugais. Bom dia Portugal. J'arrive sur une belle aire de repos mise à disposition gracieusement par la ville située sur son côté est et à proximité de son quartier médiéval accompagné de son château édifié en 1187. L'occupation des lieux remonte au Paléolithique supérieur, colonisé ensuite par les Romains, des Suèdes et des Visigoths, vinrent ensuite les Maures qui n'ont laissé aucune trace de leur passage autre que dans la mémoire collective. Bragança est un lieu stratégique de commerce et de défense. Je débute cette escale en empruntant la voie verte longeant la rivière Fervença afin de découvrir Bragança. Ma première rencontre fut un jardin miniature enchanté s'ouvrant à mes yeux. On peut y voir des maquettes représentant des monuments iconiques de plusieurs pays. Je poursuis mon chemin en m'imprégnant de ses rues et de son architecture. Sur la place portant le nom du poète et écrivain portugais Luís de Camões, la façade avec ses portes de l'ancien marché de la ville. À ses côtés, bâti sur les anciennes ruines de la cathédrale de Bragança, son centre culturel, ainsi que l'église de São João Batista, avec son architecture soigneusement stylisée, ancien siège de Bragança, son petit cloître recréant un environnement traditionnel de prière. C'est une charmante petite église dotée d'une grande valeur historique. Le lendemain, je pars à la découverte de son château et de ses remparts. Les origines du château remontent à la période néolithique, lorsque les premiers habitants ont établi un fort sur la colline. Cette fortification a été renforcée par les Romains sous l'occupation de la péninsule ibérique. Le site a subi d'autres transformations durant les invasions barbares et a finalement été pris par les Maures, qui y ont laissé leur empreinte avant d'être détruits lors de la Reconquista chrétienne. La Domus Municipalis est un édifice enveloppé de mystères juste à côté de l'église. Il se pourrait qu'elle soit de fondation romaine, bâtie sur une ancienne forteresse celte. Personne ne peut dire s'il s'agit vraiment de l'ancienne mairie du Moyen-Âge. Nous ne pouvons être sûrs que d'une seule chose, la Domus Municipalis a servi de réserve d'eau pour la citadelle.
Le nom de Bragance viendrait ainsi de l'ancienne Brigantia, une déesse que l'on retrouve un peu partout dans le monde celtique. La tour de la princesse devenue un musée militaire. Selon la tradition locale, une belle princesse vivait autrefois dans le château avec son oncle, le seigneur de la forteresse. Elle est tombée amoureuse d'un noble chevalier mais pauvre, qui est parti chercher fortune, promettant de revenir lorsqu'il serait digne de sa main. Pendant son absence, la princesse a refusé tous les autres prétendants, restant fidèle à son véritable amour. La tour, qui servait de résidence au gouverneur du château, est imprégnée de contes d'amour et de loyauté, ajoutant une allure romantique à l'histoire du château. Je laisse Bragance pour me rendre dans le parc naturel de Peneda-Gerês situé au nord de Braga. Je me pose dans le petit camping Ermida-Gerês, très sympathique avec tous les services dans le village de Ermida. Je profite de ces lieux reposants pour partir à la découverte de cascades plus magnifiques les unes que les autres, accessibles par des chemins boisés. Tout d'abord, la cascade do Arado à environ 3,5 km. C'est une cascade pittoresque dans une forêt paisible, avec des trous d'eau naturels où il est possible de se baigner pendant certaines périodes, tout en restant très prudent. Mais peut encore être sans eau pendant les périodes sèches. Il est également aménagé un chemin avec escalier, un petit point de vue d'où l'on peut admirer la cascade. Son eau provient des cours d'eau des rivières Camalao et Texera pour déboucher sur la rivière Arado. La deuxième cascade que je décide de voir est celle de Fecha de Barja, plus souvent surnommée cascade Tahiti, située à la limite du district de Braga et de Vila-Real, également située à environ 3 km. C'est une cascade dévalant des falaises rocheuses, offrant par un petit sentier escarpé par la gauche du pont à sa dernière partie de chute d'eau. Avec à l'arrivée un splendide lieu de baignade d'eau émeraude. Cela dit, restez très prudent dans vos déplacements, une chute peut arriver. La roche formant ces cascades sont de granit rose. Un lieu reposant où les Portugais aiment se baigner, se détendre en ce mois de juin. Dans ces cuvettes d'eau limpide et transparente où l'eau est à 20 degrés en cette période. J'abandonne ces lieux magiques qui mériteraient de s'y attarder plus longtemps. Un détail important que je tiens à préciser, il n'y a pas de réseau de téléphone dans ces lieux. Je poursuis ma route jusqu'à la ville de Braga pour une courte escale afin de me rendre à l'incontournable sanctuaire Bom Jesus do Monte. Pour y accéder, deux solutions s'offrent à vous, les escaliers ou l'élévator. Comment fonctionne l'élévator? Deux wagons situés chacune sur leur voie propre sont reliés entre eux par un câble. Pas de moteur, la charge de celui qui descend permet de hisser l'autre. Pour compenser le manque de poids de celui qui monte, le pilote du wagon descendant remplit de l'eau provenant de 5 sources qu'il videra arrivé en bas. Cette eau servira également à refroidir les freins dont les plaquettes en cuivre, 8 roues entre les deux wagons, pèsent 5 kg chacune. Pour ma part, je choisis de gravir les 583 marches présentant un dénivelé de 116 mètres. Cet escalier est divisé en 3 volets d'escalier. Le chemin de croix ponctué de chapelles décorées de statues représentant la Passion du Christ. L'escalier des 5 sens. À chaque esplanade, il y a une fontaine dont l'eau coule pour la première des yeux, la deuxième du nez, la suivante de la bouche, pour finir la dernière coule d'un pichet signifiant le toucher. Et enfin, l'escalier des 3 vertus, également orné de fontaines évoquant la foi, l'espérance et la charité. Le sol est fait de pavés décoratifs que l'on retrouve beaucoup au Portugal dans de nombreuses villes. Sûrement un héritage des mosaïques romaines qui elles aussi étaient faites à partir de petits cailloux taillés. Arrivé au sommet, je découvre la cour de Moïse et la basilique un jour de mariage. Ce qui fera que je ne pourrai explorer le lieu en détail. Je profite néanmoins de son parc très animé par les visiteurs. Je peux y découvrir sa grotte artificielle construite en 1902, ainsi que l'architecture extérieure de la basilique de style néoclassique dont les travaux prirent 37 ans en remplacement de l'ancienne église qui était en ruine. Je reprends la route pour m'arrêter à Condexa Avela au sud-ouest de Coimbra. Habité depuis la préhistoire, le site de Conimbriga a été occupé par les troupes romaines à partir de l'an 136, devenant ainsi la capitale prospère de la province de Lusitanie. C'est une ville fortifiée par un rempart l'encerclant sur une surface de 20 hectares jusqu'à la fin du IIIe ou IVe siècle, marquant le début de son déclin du point de vue urbanistique. Le charme de Conimbriga réside précisément dans ces maisons, qui gardent dans la pierre les souvenirs de la splendeur d'antan. La visite débute par des villas en partie reconstituées ayant conservé leur sol en mosaïque. Puis je déambule, en parcourant les ruines où je peux découvrir le forum, l'amphithéâtre, des thermes et sa piscine, et bien d'autres habitations et commerces. Je parcours la maison au jet d'eau datant du IIe siècle après Jésus-Christ avec son magnifique jardin central,
dont la structure hydraulique originale a pu être restaurée avec une grande fidélité. Outre leur effet esthétique, les jets d'eau avaient une fonction de climatisation. Un magnifique ensemble de mosaïques figuratives, constitué de petits éclats de pierre naturelle avec des scènes de chasse, des passages mythologiques, des saisons, des monstres, des oiseaux et des animaux marins, ornent l'ensemble des pièces de cette maison. On n'a aucun mal à se rendre compte à quel point ces villas étaient luxueuses. Je poursuis ma visite par le musée attenant au site qui retrace l'histoire de Connembriga grâce à des objets de différentes époques découverts lors des fouilles. La collection d'objets, qui y est exposée, permet de mieux se rendre compte de l'évolution du site, depuis la préhistoire jusqu'au XVIIe siècle. Je quitte Condexa Avella toujours en direction du sud pour découvrir de la ville de Óbidos. Óbidos est une petite ville médiévale proche de la côte atlantique. Déjà occupée avant l'arrivée des Romains qui bâtirent l'aqueduc pour alimenter la ville en eau. J'entre par la double porte décorative avec ses peintures sur carreaux azulejos. Je vais à la rencontre de cette petite ville qui devint prospère dès qu'elle fut choisie par la famille royale au XIIIe siècle. Raison pour laquelle, cette petite localité possède de nombreuses églises. Dans l'enceinte des murailles se trouve un château bien préservé ainsi qu'un labyrinthe de rues et de maisons blanches pleines de romantisme et de plaisir simple. Du haut des murailles d'enceinte, accessible par des escaliers autorisant de faire le tour de la ville par son chemin de ronde, différents points de vue vous offriront une vue unique sur la ville, son château et une vue imprenable sur la campagne environnante. Il est également intéressant de découvrir les rues et habitations situées à l'extérieur des remparts. Vous découvrirez sûrement cette petite boutique emplie de belles trouvailles telles qu'une douce liqueur de cerise griotte appelée Gingina d'Óbidos, produite localement depuis des générations, ainsi que d'autres choses. Je quitte Óbidos pour mon étape suivante, la ville d'Évora. De fondation romaine, Évora a connu son âge d'or à l'époque où elle devint le lieu de résidence des rois et des nobles, au XVe siècle. Ce rôle historique, qui se reflète dans le patrimoine architectural, et le fait qu'elle s'est affirmée comme centre des sciences et du savoir, avec la création de l'université au XVIe siècle. Je me rends en longeant les remparts de la ville rejoindre la partie extérieure de l'aqueduc romain. Je reviens sur mes pas pour entrer dans la ville par la porte Vela da Lagoa et continue mon chemin pour retrouver l'aqueduc. En longeant celui-ci afin de regagner le temple romain d'Évora, je suis étonnée par les petites habitations qui ont été bâties sous ces arches. Sur le chemin, j'en profite pour passer dans quelle rue avant d'arriver aux ruines du temple romain qui fut pratiquement détruit lors des invasions barbares au Ve siècle. Je suis mon chemin vers la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption d'Évora que je prends soin de visiter. C'est une église fortifiée entre architecture roman et gothique, flanquée de ses deux tours asymétriques, c'est la plus grande du Portugal. J'entre par le portail principal montrant de grandes sculptures représentant les apôtres très expressifs romano-gothiques vous invite à entrer. L'intérieur de la cathédrale est divisé en 3 grandes nefs. La nef centrale, la plus haute, abrite l'autel de Notre-Dame de l'Ange, aussi appelé Senhora do Ó. Un escalier vous permet un accès au toit de la cathédrale où une vue imprenable sur la ville s'offre à vous. Et vous permet de voir son architecture sous un autre angle.
Je me rends sur la place Giraldo avec son église Renaissance, sa fontaine, ses bâtiments à arcades et ses cafés-terrasses pour une petite pause. Je passe par les rues commerçantes afin de rejoindre l'église Notre-Dame de la Grèce où je ne m'attarderai pas. Mon chemin me guide vers la chapelle des Os. Dans un premier temps, je visite l'église. Puis je me dirige vers le sanctuaire. Au XVIe siècle, les 42 cimetières monastiques de la ville d'Évora occupent trop d'espace et débordent d'ossements en raison des nombreuses épidémies de peste qui frappent le Portugal. En réponse à ce problème, des moines franciscains de la ville décident d'exhumer les ossements des morts et de les utiliser pour créer une chapelle d'ossements dédiée au Christ portant sa croix, Senhor dos Passos, dans la grande salle qui leur servait de dortoir et de salle de réflexion. La création de la Capella dos Ossos est conforme à l'esprit de la contre-réforme et des vanités, visant à amener les croyants vers la contemplation et à transmettre un message sur le caractère éphémère et transitoire de la vie. Cela est clairement exprimé via l'inscription à l'entrée « Nos osso que aqui estamos pelo vosso esperamo ». Nous, les os ici présents, attendons que les vôtres nous rejoignent. Je finis mes déambulations dans la ville d'Évora en profitant du calme du jardin public avec le palais royal de S. Francisco, également connu comme palais de D. Manuel. L'ancien potager du couvent de S. Francisco, arboré de façon dense avec des platanes, des cyprès, des mûriers, décoré de parterres colorés et offrant une esplanade pour le repos. La suite de mon voyage se fait par un arrêt dans la ville de Elva. Je me pose dans le sympathique petit camping Piedade, à proximité du sanctuaire de Nosso Senhor Jésus da Piedade. Ce sanctuaire a été édifié sur ordre du père Manuel Antune en 1736 par dévotion à la Passion du Christ et en signe de gratitude après avoir été sauvé de la mort dans une dangereuse chute. On peut y voir des ex-votos qui n'ont rien à voir avec les ex-votos habituels. Par exemple, dans le parc à côté de l'église, un bassin représentant une oreille en étain, comme ce grand azulro situé à l'arrière de l'église ou cette jolie fontaine. D'autres sont des peintures, dont les soldats de Napoléon découpèrent les parties représentant le Christ pour les emmener avec eux afin d'être protégés au combat. Les ex-votos ici peuvent prendre toutes les formes plus surprenantes les unes que les autres. L'église est remarquable de par la richesse des marbres et des peintures de Volkmar Machado. S'il vous plaît, avant de sortir, n'oubliez pas de faire un don dans les troncs prévus à cet effet. D'une longueur de 7 km 500 et s'élevant jusqu'à 31 mètres, l'aqueduc d'Amoreira, dont les travaux ont débuté sous le trait de Francisco de Arruda à partir de 1537, permit à la ville de garnison d'Elva d'être alimentée en eau vers 1620 autrement que par des puits. Ce n'est qu'en 1650 qu'une citerne fut construite afin que la ville soit autonome en eau pour 4 mois si l'aqueduc était détruit. Située à moins de 15 km de la frontière espagnole, Elva est véritablement un joyau caché du Portugal. C'est une ville de garnison hautement fortifiée qui en 1874 abritait 8070 hommes. Après avoir franchi le poste de garde, j'entre dans la ville par la porte des Esquinas, formée de 2 tunnels courbes. J'accède ainsi au rempart où je découvre la chapelle Nossa Senhora et peux apprécier la vue sur la plaine qui s'offre à moi. Je pars à la découverte de la ville en flânant dans les rues pour y découvrir ses monuments. Son quartier juif avec son ancienne synagogue. Son cimetière anglais avec sa vue. Et évidemment la place de la République. C'est une ville méritant de s'y attarder. Ma visite suivante, je l'effectue au fort de Grassa, dont l'emplacement stratégique débute au début du XVIIe siècle par les Espagnols qui y placèrent une batterie de canons. 4 décennies plus tard, un Anglais engagé comme commandant et réformateur de l'armée portugaise décida la construction du fort actuel qui sera occupé en permanence par 1792 soldats. C'est un fort à double rempart, à douve sèche permettant un tir croisé. Ces remparts sont un labyrinthe composé d'une multitude de pièces, de cuisines et couloirs richement décorés par des peintures récentes. Après les avoir visités et franchi ces 2 lignes de remparts,
j'accède à la tour fortifiée des officiers que je prends le temps de visiter et qui me permettra d'accéder à la maison du gouverneur, puis 6 étages plus haut d'arriver à sa terrasse offrant une vue à 360 degrés sur la région. Je quitte ici le Portugal pour rejoindre Salamanque en Espagne. L'entrée dans la ville de Salamanque ou Salamanca en espagnol jusqu'au début du XXe siècle s'effectuait en empruntant le pont romain construit sous l'empereur Trajan au 1er siècle qui faisait partie de la Via de la Plata, une route romaine reliant le sud au nord de l'Hispanie occidentale. Parler de Salamanque, c'est parler de culture. Se promener dans les rues de son centre historique, c'est parcourir des siècles d'histoire, d'art et de connaissances. C'est aussi se laisser séduire par sa belle et célèbre université, l'une des plus anciennes d'Europe, sans oublier ses 2 cathédrales. L'épicentre de Salamanque, la Plaza Mayor, véritable chef-d'œuvre du baroque, est entourée de galeries à arcades. Elle fut construite à partir de 1729. Sa particularité réside dans la soixantaine de médaillons sculptés qu'on retrouve sur son pourtour. D'autres bâtiments plus emblématiques les uns que les autres inondent cette ville, que je vous laisse découvrir. En raison de la pierre utilisée pour leur construction, la vieille ville prend une couleur dorée en fin d'après-midi. Le retour approche, direction de Pépite, peu connue les villes de Fria et Tobra. Je m'installe au camping Cuida de Fria avec tous les services, ainsi que sa vue imprenable sur le château de Fria dont l'origine remonte au IXe siècle, lorsqu'Alphonse VIII repeupla la vallée pour renforcer la frontière entre Castille et Navarre. Je pars à la rencontre de cet hameau en empruntant un joli pont médiéval du XIVe siècle, enjambant la rivière Èbre, muni de sa tour de défense. Fria est un joli village de 300 âmes perché sur une colline rocailleuse avec des maisons colorées avec leurs architectures authentiques où une partie de ses habitations sont suspendues à flanc de falaise nommée en espagnol Casa Colgadas. J'apprécie de me promener dans ces rues où règne une douceur de vivre. Vous y passerez 1 heure ou la journée suivant votre envie. Vous vous poserez peut-être dans son parc Alfonso VIII pour y admirer la vue. Le centre urbain abrite également l'église San Vicente dont les débuts de sa construction remontent à 1130 vraisemblablement par Maître Fruchel, un bâtisseur venu de France, qui introduisit en Espagne le nouveau style gothique. Cet édifice est du moins au début de pur style roman et fut achevé au début du XIVe siècle par une façade occidentale avec son porche imposant et son portail richement sculpté. Vous pouvez y voir un joli orgue à cornet de style baroque recevant le nom d'orgue ibérique construit en 1720. Son château situé sur une pointe rocheuse est un mélange de constructions du XIIe au XVIe siècle. Si vous aimez la randonnée ou juste les balades en pleine nature, tous les environs de Fria devraient vous ravir avec plein de paysages à découvrir, mais aussi le village de Tobra situé à 4 km de Fria, où vous pourrez découvrir en bord de route l'ermita de Santa Maria de la Hoz située en plein cœur d'une falaise d'où vous pourrez partir ensuite par un petit sentier découvrir les cascades et leurs cours d'eau en plein cœur du village de Tobra. Je m'arrête sur mon retour en France et ce sera ma dernière escale à quelques kilomètres de Fria à Agnana pour y visiter une production de sel. Exploitée depuis 7 millénaires, cette saline ressemble à une exploitation que l'on retrouve à Guérande, en Camargue ou d'autres lieux avec des bassins certes plus petits et à la différence près que l'eau servant à alimenter ces bassins provient d'une source d'eau salée naturellement située à 100 km de la mer.
En attendant la visite où et après vous pourrez baigner vos pieds et mains dans des bains de saumure ayant une salinité d'environ 240 g de sel par litre dont des études scientifiques ont montré les propriétés thérapeutiques, en signalant entre autres l'amélioration de la circulation sanguine, la reminéralisation de la peau, l'amélioration de l'élasticité des tissus et la réduction des possibilités de développement de l'ostéoarthrite, mais également, spécialement indiqué pour les maladies inflammatoires des articulations et des tendinites. Alors ne vous en privez pas. Avez-vous la bonne clé en bois pour remplir votre bassin? Sans quoi vous ne récolterez votre sel. C'est une source d'eau salée originaire d'une époque où la mer se trouvait dans ces lieux qui alimentent ces bassins et a une densité 7 fois supérieure de la mer de ses origines. Le sel récolté est sans doute le plus pur au monde et est utilisé par de nombreux restaurants de haute gastronomie espagnole. Peu connu du public français, je vous invite à la visiter. Ce voyage que je vous ai partagé, je le dédie à N, qui me l'a inspiré et je souhaite que celui-ci vous aura plu et vous donnera envie de découvrir tous ces lieux plus beaux et merveilleux les uns que les autres comme bien d'autres endroits. À bientôt pour de nouvelles aventures et prenez soin de vous.